Voleurs, financiers, escrocs, vaniteux, mais aussi charismatiques, ingénieux et mystérieux. Voyageurs et voyageuses, voilà quelques adjectifs qui caractérisent notre sujet du jour. Né sur un plan longtemps méconnu du multivers, où il n'a pas trouvé sa place, il n'a pas mis longtemps à se faire un nom ailleurs, sur Eldraine et Croistonnerre notamment. Protégez-vous des illusions et des sorts de métamorphose si vous ne voulez pas être transformé en élan, car aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'arpenteur Oko. Tout commence une quarantaine d'années avant l'invasion phyrexiane, sur le plan de Lorwyn. À cette époque, le plan est encore méconnu du reste du multivers, et aucun arpenteur n'y a vu le jour. Una, la reine du peuple fée et grande marionnettiste manipulant le plan entier, ainsi que son cycle Lorwyn Sombreland, s'inquiète. La restauration de Dominaria vient de se produire, et ses répercussions arrivent jusqu'à Lorwyn. Una commence à avoir peur de perdre de son influence si un autre événement de la sorte se produit. Elle décide donc de se créer deux avatars, réceptacles de son pouvoir et de sa mémoire millénaire s'il venait à arriver quelque chose. Deux avatars, un pour chaque facette du plan. Elle décida de nommer celui qui devra gouverner Sombreland Oko. Il fut créé comme toutes les fées qu'elle a mises au monde, à partir de l'éclosion d'un pétale de son corps, mais en y ajoutant un pouvoir incroyable, afin qu'il soit entre autres, tout comme elle, un change-forme. En grandissant, sa beauté et son charisme se développèrent outrageusement, tout comme son esprit rebelle. Souvent pris pour un elfe, il a les oreilles pointues et les yeux sombres presque mélancoliques. Et comme chaque être né sur le plan cyclique, il a deux aspects différents. Sa facette de Lorwyn est cruelle, autoritaire et trompeuse. Le visage pointu, les lèvres fines et le bleu qui couvre ses bras et le haut de son visage sont de la couleur du ciel. Vous l'avez deviné, c'est cet aspect-là qui s'est le plus exprimé au fil des années et sur les autres plans. C'est d'ailleurs grâce à Oko que l'on peut comprendre comment fonctionne le changement de personnalité des natifs de Lorwyn. Pour prendre son exemple, Oko a transplané la première fois dans sa forme de Lorwyn, et est donc resté sous cette apparence tout le temps passé hors de son plan d'origine. S'il avait quitté Sombreland à la place, nous n'aurions peut-être pas assisté aux mêmes péripéties. Mais j'y reviens dans peu de temps. Sa facette de Sombreland est plus royale et empathique. Son visage est moins acéré et plus accueillant, et le bleu de ses bras sont de la couleur d'un lac gelé. Fait notable qui le caractérise d'autant plus, Oko de Sombreland voit des bois de cervidés lui pousser sur le dessus de la tête, comme une couronne de bois entremêlés. Alors qu'il avait été créé pour diriger Sombreland sous la gouverne d'Una, il s'est rebellé, préférant le cycle naturel entre les deux facettes du plan plutôt que celui contrôlé par sa créatrice. Sa relation compliquée avec sa mère l'amena à se lier d'amitié avec un géant de Lorwyn, empli de sagesse. Contrairement à Sombreland, les géants de Lorwyn ne passent pas tout leur temps à dormir. C'est lui qui raconta à Oko l'histoire d'Erdu et d'Issilu, les incarnations du jour et de la nuit qui ont disparu à cause des manigances d'Una. Leur relation ne fit que se bonifier avec le temps, et Oko se sentit proche au point d'appeler le géant son père, ce qui l'éloigna d'autant plus de sa génitrice. S'il devait régner un jour sur Sombreland, ce serait en suivant l'ordre naturel amené par les deux âmes jumelles du plan. Tout cela déplut à la reine des féeries. Pour donner une leçon à son fils, elle captura le géant et l'exécuta publiquement. Puis elle emprisonna Oko pour lui faire subir des interventions magiques afin de lui supprimer ses pouvoirs. C'est ainsi que son étincelle d'arpenteur se déclencha. Cela entacha à jamais son rapport à la famille, et il lui devint quasiment impossible de faire confiance à qui que ce soit. Il utilisa ses nouveaux pouvoirs d'arpenteur pour quitter son plan natal, sans aucune intention d'y revenir. Voilà comment est apparu le premier arpenteur du plan de Lorwyn Sombreland. Il visita plusieurs plans avant de s'installer sur Eldraine, suite à sa rencontre avec Aliz, une apprentie envoûteuse dans un champ de Belladone. Pendant plusieurs années, ils se retrouvèrent régulièrement dans ce champ, partageant leurs histoires. Aliz finit par quitter sa maîtresse pour apprendre la magie auprès d'Oko. Il lui promit par la même occasion un trône, ni plus ni moins. Ce rapprochement entre ces deux êtres donna naissance à un enfant mi-fée, mi-humain, Kellan. Mais cette histoire d'amour n'était pas au goût des villageois, qui jugeaient et maltraitaient Aliz. Oko, qui n'était pas patient, il ne l'est toujours pas,
riposta et se déchaîna sur eux, un peu trop au goût d'Alice, qui ne leur voulait pas de mal. Elle décida de le quitter et d'élever Kellan toute seule au sein du village. Plusieurs années plus tard, après de nouveaux voyages, il tenta une nouvelle approche, mais elle le repoussa de nouveau, préférant rester au calme avec son fils. Après de nouveaux vagabondages, Oko retourna sur Eldraine, conscient qu'il était poursuivi par Garruk Langbestion. Il parvint à le piéger dans une toile de lianes épineuses qu'il avait invoquée et en apprit par la même occasion un peu plus sur son prédateur. L'arpenteur, maudit par le voile de chêne, avait perdu son esprit et était devenu assoiffé de sang d'arpenteur, traquant sans relâche les possesseurs de l'étincelle. Mais Oko n'en sut pas plus sur l'édron que Garruk avait enfoncé dans sa chair. Oko décida de l'hypnotiser et d'en faire son fidèle serviteur. Garruk serait désormais nommé Chien. Plus tard, alors qu'une paix provisoire semblait se présenter entre les elfes des friches et les 5 cours du royaume, Oko planifia une tentative d'assassinat sur le haut roi Algenius Kenrith. Rien de mieux pour perturber l'ordre établi sur le royaume pendant la grande procession, où le roi voyagera à travers le plan pour solidifier cette paix. Alors qu'il patientait pour cette procession, il tomba sur les jumeaux du roi, Rowan et Will Kenrith, poursuivis par une horde de bonnets rouges, des gobelins du plan d'Eldraine. Il leur donna un coup de main, voyant là une opportunité de les mettre dans sa poche. Ses charmes illusoires eurent la faveur de la jeune Rowan, mais Will resta méfiant. Voulant le rassurer, il ordonna à son chien de garde de ne pas leur faire du mal. Ils voyagèrent un moment ensemble, et il leur assura qu'il était originaire d'Eldraine. Mais il en profita aussi pour demander des détails sur le plan et sur la procession. Arrivés au village visé par les jumeaux, où le roi Kenrith s'était arrêté avec sa suite, ils se séparèrent. Oko en profita pour prendre l'apparence du chevalier Kado, bras droit et proche du roi, pour être dans les meilleures conditions. Quand il croisa de nouveau les jumeaux Kenrith, il leur lança un clin d'œil ensorceleur qui leur fit oublier leur rencontre, histoire de couvrir ses arrières. Puis il ordonna à Garruk, qui attendait à l'affût, d'attaquer les gardes de la procession. Oko profita de la diversion et kidnappa le roi avant de disparaître dans les friches. Dans les mois qui suivirent, Oko tenta de gagner les faveurs de ceux pour qui la paix du royaume était insécurisante. Sa première cible fut Ayara, reine des elfes de Locthwain. Il essaya d'attiser la haine que les elfes portent envers les humains. Mais la reine veuve, nom qu'on lui donne du fait des nombreux époux qui ont partagé sa vie, n'était pas aveugle et se méfia d'Oko. Voyant sa tentative échouer, il se retira de nouveau dans les friches. Il attendit l'arrivée du milieu de l'hiver et tenta sa chance avec le conseil des druides des elfes sauvages. Ceux-ci sont plus enclins à entrer en guerre avec le royaume, malgré les mises en garde de la reine Ayara. Mais pourquoi attendre le milieu de l'hiver ? À cette période, un rituel important pour les elfes interdit par le royaume a lieu, la chasse sauvage. Une célébration durant 3 jours, où les elfes chevauchent toutes sortes de créatures fantastiques à la recherche de proies pour un sacrifice sanglant. Le plan d'Oko est simple. Il a métamorphosé le roi Kenrith en cerf, et compte guider la chasse sauvage vers lui pour déclencher le début d'une guerre entre les elfes et les humains. Après avoir envoyé son chien Garruk à la recherche du cerf, Oko se prélassa sur un trône improvisé au milieu d'un cercle d'illusions fées. À sa surprise, les jumeaux Kenrith pénétrèrent dans le cercle où ces sortilèges perdirent leur effet. Will et Rowan, qui s'étaient lancés dans une quête pour retrouver leur père, se souvinrent de leur première rencontre avec Oko. Il tenta de les charmer de nouveau avec des mots remplis de fausse noblesse. Il aurait pour objectif de rendre aux différents peuples des friches la liberté qu'ils n'ont pas sous le joug du royaume. La naïveté de Rowan était prête à lâcher quand les compagnons des jumeaux, Elowen et Kado, entrèrent à leur tour dans le cercle. Elowen, chevalier et une des plus grandes connaisseuses des friches, identifia facilement Oko comme un étranger, ce qui déclencha une riposte immédiate de l'arpenteur. Il changea Elowen en aigle qui s'échappa à tire d'aile. C'est à ce moment que Garruk réapparut en compagnie du cerf, mais aussi de Cerise, une autre chevalier chevauchant une licorne et accompagnant les jumeaux dans leur quête. Oko prit facilement le dessus sur la compagnie et les enferma dans une prison d'épines et de ronces. Il laissa Garruk en surveillance et après avoir révélé avec toute l'arrogance possible son véritable plan, disparut avec le roi. Libre de ses mouvements, il guida la chasse sauvage vers le cerf royal, puis se transforma en corbeau pour observer la scène depuis un arbre en sécurité. Mais c'était sans compter les jumeaux Kenrith, qui arrivèrent juste à temps, en compagnie d'un Garruk libre du sortilège d'Oko, mais aussi de la malédiction du voile.
Comment est-ce arrivé? Je vous raconterai cette histoire un peu plus tard, car quelque chose me dit que nous allons revoir notre cher Langue Bestion très bientôt. Concentrons-nous sur Oko pour le moment. Oui, les Rowan sont grandement en infériorité numérique, mais ils arrivent à gagner suffisamment de temps pour qu'Elowen, redevenue humaine, accompagnée de la reine Linden et ses chevaliers, entre en scène. Une mêlée éclate. Impatient, Oko décide de se métamorphoser en la reine Ayara et tire une flèche dans la poitrine du cerf. À cet instant, il esquive de justesse un coup assassin de Garruk, qui s'était dirigé furtivement dans sa direction pour mettre fin à ses jours. De nouveau métamorphosé en corbeau, puis en dragon pour échapper aux griffons, monture des chevaliers de la reine, il finit par foncer dans la glace électrifiée des jumeaux, ce qui le fit s'écraser au sol. Garruk n'hésita pas et s'approcha pour le terminer, mais Rowan intervint. Il devait payer par la justice. Oko remercia la jeune fille, mais sans laisser le temps à qui que ce soit de réagir, il se transforma rapidement et successivement en dragon, en corbeau, en aigle puis en cerf, avant de disparaître au milieu d'étincelles dorées. L'arpenteur ne regarda pas en arrière devant cette opportunité de rester en vie. S'il l'avait fait, il aurait pu voir son plan voler en éclats. Le cerf royal se transforma de nouveau en roi Kenrit, mourut et revint à la vie grâce à la reine Linden. C'est aussi à ce moment que les jumeaux virent leur étincelle d'arpenteur se déclencher, suite à la révélation de la vérité concernant leur naissance. Oko, lui, se fit discret un moment. Il n'intervint aucunement lors de l'invasion des machines phyrexianes et fut récompensé en conservant son étincelle d'arpenteur. Après ces événements difficiles pour le multivers, Oko fut contacté par Ashiok, l'arpenteur mystérieux au pouvoir lié au cauchemar. Yel lui proposa, une fois arrivé sur le plan de Croistonnerre, de recruter une équipe de hors-la-loi pour braquer Mag Tarano. Ce coffre-fort cacherait de nombreuses richesses et autres artefacts puissants. Il s'agit d'ailleurs de la seule structure présente sur le plan avant l'apparition des percées de présage. Pour ouvrir Mag Tarano, il faut 6 clés présentes sur le plan de Croistonnerre et les capacités de change-forme d'Oko devraient être d'une grande aide pour les récupérer. Pour l'accompagner, il fait appel à la crème des gredins. Vraska, qui est allé chercher Bray et Malcolm, 2 membres de son équipage quand elle était capitaine pirate sur Ixalan. Henriette, une sorcière d'Eldren récemment défaite par Will Kenrit. Gissa et Geralf Sessani, la fratrie d'Innistrad, où l'une est meneuse de ghouls et l'autre est raccommodeur. Kaervek, le psychagogue pluricentenaire originaire de Dominaria, est libre de sa prison sur Zalfir suite au rephasage de la région sur son plan d'origine. Rakdos, le démon à la tête de la guilde qui porte son nom sur Ravnica, toujours prêt à créer le chaos. Satoru Umezawa, le ninja à la tête d'un gang d'Eliast sur Kamigawa, dont a fait partie le jeune arpenteur Kaito Shizuki. Et enfin Titos, le squelette lui aussi originaire de Dominaria, capable de se désassembler pour utiliser chacun de ses os. Oko tenta aussi de recruter Annie Flash pour sa capacité à voir à travers les illusions. Dotée d'un œil angélique, elle est aussi capable de voir à de grandes distances, mais aussi de changer de perspective. Il essaya de l'amadouer en utilisant son passé en commun avec Akul, un dragon scorpion à la tête des enfers éperons et potentiellement en possession des clés de Mag Tarano. Annie Flash refusa, ne voulant pas se lancer dans une énième dernière mission. Mais elle se ravisa un peu plus tard, rejoignant la fine équipe. Akul avait quelques mois plus tôt tué tout son gang, les Liberatos. Sans pour autant rechercher la vengeance, elle s'inquiétait de ce qu'il pourrait arriver si elle refusait de participer. Avec Annie, la meilleure franc-tireuse de l'Ouest de Croistonnerre, Oko et son équipe All-Star allaient pouvoir passer à l'action. Et cela allait commencer en s'infiltrant dans la société Argent-Fin, dirigée par le baron Bertram O'Grise, qui s'était procuré une des clés en provenance de notre plan. Par la même occasion, Oko voulait libérer Satoru Umezawa et Kaervek, qui s'étaient fait capturer par les forces de l'ordre. En se métamorphosant en garde de la société Argent-Fin, il réussit à introduire un petit carton contenant les os de Titos, directement dans le bureau de Bertram. L'être squelettique lui ouvrit la porte de l'intérieur, et il fut rejoint par Satoru. Henriette, en compagnie d'Annie Flash, avait réussi à libérer les 2 prisonniers de leur prison d'illusion grâce à la capacité de la franc-tireuse. Satoru avait rejoint Oko pour l'aider à déverrouiller le coffre contenant la clé du baron. Une affaire rondement menée,
Tout s'était passé sans encombre, jusqu'à ce qu'il se retrouve dehors. De nouveau séparé du reste de son équipe, Oko et Titos, de nouveau cachés dans son carton, croisèrent un arpenteur très connu du multivers, Ral Zarek. Encore sous son illusion, Oko aurait pu passer inaperçu. Mais aux côtés de Ral et de ses gardes du corps se tenait un garçon dont il reconnut la magie, de la magie de fée. Surpris, Oko relâcha son sortilège et se retrouva devant les yeux de Ral sans aucune couverture. L'arpenteur et son équipe faisant partie de la société Argent-Fin le prirent en chasse, mais il parvint à s'échapper. Ce fut le jeune garçon qui parvint à le rattraper, et dans un court échange se présenta à lui. Il s'agissait bien sûr de Kellan, le fils qu'il avait eu avec Alice, qui avait traversé le multivers à sa recherche. Oko n'eut pas le temps de digérer l'information. Les gardes d'Argent-Fin menés par Ral Zarek les avaient déjà rattrapés. Mais alors qu'il préparait une nouvelle tentative de fuite, une masse de lianes dorées apparurent et mirent au sol la plupart des gardes. Mais pas Ral. Il chargea ses mains d'électricité et le ciel lui-même s'assombrit. Puis tout cela s'arrêta. Derrière Oko venait d'apparaître une silhouette que Ral pensait disparue, voire morte. Vraska, pleine de cicatrices partout sur la peau, faisait son entrée. Ral n'en revenait pas et perdit sa concentration. Il ne vit pas arriver Rakdos qui atterrit avec fracas juste derrière lui. Avant que Ral ne reprenne ses esprits, le démon envoya un coup de poing monstrueux qui assomma l'arpenteur. L'opportunité de battre en retraite se présentait enfin, et le groupe en profita. Oko proposa à Kellan de le suivre, et celui-ci accepta, ravi d'avoir enfin retrouvé son père. Oko, quant à lui, venait de trouver quelqu'un qui avait prouvé sa loyauté sans même qu'on la lui demande. Fidèle à lui-même, et malgré ne jamais s'être projeté en tant que père, il se dit qu'avoir un fils pourrait s'avérer utile. Première clé en main, le gang passe à l'étape suivante. Trouver l'emplacement de Magtarano. Car cela, même Ashiok ne le sait pas. Annie Flash, qui est sur le plan depuis plus longtemps que le reste de l'équipe, parle même de mythes et légendes. Si elle les suit, c'est uniquement pour empêcher Akul d'accéder à plus de pouvoir. Mais si jamais ce coffre existe, elle connaît quelqu'un qui aura l'information. Nolan, un réprouvé solitaire qui étudie les anciens artefacts magiques. Et justement, la société Argent-Fin l'a embauché pour les mêmes raisons. Il est dans un train pour Prospérité, principale métropole de Croise-Tonnerre sous le contrôle du baron Eau-Grise. Le gang devait donc détourner ce train. Avant de vous raconter cet objectif qui va forcément dérailler, petit aparté sur les retrouvailles père-fils. Kellan a en effet tenté de briser la glace avec Oko. Sans trop savoir quoi dire à son père longtemps recherché, Oko en profita pour charmer le jeune garçon. Il semblerait que l'arpenteur compte bien utiliser l'évident besoin affectif de son fils à son avantage. Il lui assura qu'il était reconnaissant pour cette rencontre surprise et qu'il serait un merveilleux ajout à l'équipe, mais aussi qu'il rendrait la faveur de l'aide reçue par son fils. Quand Kellan lui dit que les faveurs ne l'intéressaient pas, mais qu'il voulait simplement mieux connaître son père, Oko lui promit que ce serait le cas. Il savait très bien paraître honnête et vrai, et ce fut plus facile avec cette promesse car il n'était pas loin d'y croire. À ce stade, on pourrait penser qu'Oko n'était pas loin de se prendre d'affection pour son petit. Malheureusement, la suite va bel et bien confirmer que ce n'était pas le cas. Oko n'a de l'affection que pour une seule personne, lui-même. Quelques minutes après cet échange, Ashiok fit son apparition, rappelant à Kellan les mauvais souvenirs du passage de l'arpenteur manipulateur sur son plan d'origine, Eldren. Oko ne prit pas en compte les avertissements de son fils, lui intimant de lui faire confiance. Durant la réunion qui suivit et l'élaboration du plan du détournement de train, Kellan annonça qu'il ne voulait pas faire quoi que ce soit d'illégal ou qui cause du tort à des innocents. Sous les ricanements, Oko promit qu'aucun mal ne se ferait à qui que ce soit. Il n'hésita pas à faire cette promesse, mettant même théâtralement sa main sur la poitrine. Pas même une journée ne s'était écoulée depuis leur retrouvaille que le père manipulait déjà le fils. Une fois dans le train, Oko et Kellan, déguisés en garde Argent-Fin, s'infiltrèrent dans le wagon où Nolan se trouvait. Le but étant, après que Bray, expert en explosifs, ait fait sauter un pont sur le chemin de fer pour stopper le train, Gissa relève une armée de zombies pour créer une diversion. Le zèle de la nécromancienne précipita les choses, et avant que le chauffeur n'ait pu arrêter le train, les morts-vivants avaient envahi la locomotive. Profitant de la panique, Oko réussit à récupérer Nolan, non sans blesser gravement quelques gardes. Il était temps pour le groupe de s'échapper, mais Kellan ne voulait pas laisser tous les passagers rouler vers une mort certaine. Brisant déjà une promesse, Oko abandonna son fils alors qu'un groupe armé Argent-Fin faisait son apparition.
Cela n'empêcha pas Kellan de stopper le train en utilisant sa magie, mais une première fêlure se créa chez le jeune fée. Plus tard, quand le gang se regroupa, Oko n'hésita pas à mentir de nouveau à Kellan. Il lui affirma que s'il l'avait laissé seul, c'était parce qu'il savait qu'il allait s'en sortir. Il était son fils après tout. Il lui faisait confiance. Le pauvre garçon crut à ce mensonge, prêt à tout pour renouer avec son père. Pendant ce temps, Ashiok, grâce à sa magie, récupéra les informations dont Iel avait besoin du cerveau de Nolan. Iel eut la confirmation que leur clé était authentique, mais aussi qu'Akul avait bien les 5 autres. Mais surtout, Iel découvrit qu'une carte pouvait les guider jusqu'à Damnation, la base d'Akul et des Enfers Éperons. Pourquoi aller là-bas et se jeter dans la gueule du scorpion? Tout simplement parce que Magdarano s'y trouvait. L'installation de Damnation à cet emplacement précis n'était pas un hasard. Après avoir envoyé la fratrie de nécromanciens récupérer la carte dans un cimetière, Oko décida de séparer l'équipe. Il allait infiltrer Damnation avec Vraska, Annie Flash et Kellan, habillés en Enfers Éperons pour se fondre dans la masse. Kellan était ravi que son père ait de nouveau besoin de lui, mais Oko avait une autre idée en tête. Il voulait Kellan dans l'équipe d'infiltration car il était certain qu'il se ferait repérer à cause de sa candeur et son incapacité à mentir. Cela les amènerait directement à Akul. De plus, sans le dire aux autres, il utilisa Titos pour imiter son armure d'os d'Enfer Éperon et envoya un message anonyme à la société Argent-Fin sur l'emplacement de Damnation, ce qui causerait forcément un raid de leur part. Un plan bien ficelé, qui, une fois lancé, laisserait une part belle à l'improvisation. Oko serait comme un poisson dans l'eau. Tout se déroula comme prévu, et Kellan se fit remarquer dès les premières rencontres avec les Enfers Éperons. Après une confrontation, les 4 compagnons se firent capturer et amener devant le dragon Akul. Ce dernier récupéra la 6e clé et la combina avec les 5 autres pour en faire une seule. Le plan commençait à sombrer, mais Kellan eut une idée. Malgré leur position de faiblesse, il provoqua en duel Akul. Le dragon n'y prêta pas attention, jusqu'à ce qu'Oko, puis Vraska et Annie ne se moquèrent de lui et de sa couardise. Incapable de lancer des rumeurs sur une potentielle lâcheté, Akul finit par accepter. À minuit, ce même jour, un duel à mort débuta entre Akul, le dragon scorpion, à la peau écailleuse et aux dards venimeux, et Kellan, le garçon mi-humain, mi-fée. Alors que le combat commençait, Kellan chercha désespérément le regard de son père. Mais Oko l'ignora complètement. Lui n'attendait que l'arrivée de la société Argent-Fin. Celle-ci finit par se manifester, avec Ralzarek en tête, ce qui sauva la vie de Kellan qui, malgré un éveil de pouvoir d'illusion et d'hypnose, s'apprêtait à se faire terminer par le dragon. Kellan put observer Titos assembler son squelette et délivrer Oko, comprenant à ce moment que Titos était présent depuis le début, et que son père l'avait laissé se mettre en danger sans rien faire. Puis un membre Argent-Fin s'apprit à lui, et il observa de nouveau Oko l'ignorer, une étrange résignation dans le regard. Puis Kellan se fit capturer, sans qu'Oko ne fasse quoi que ce soit, si ce n'est récupérer la clé d'Akul profitant de la cohue. Il n'avait jamais pensé être un père, et cela n'était pas près de changer. Il devait d'abord terminer la mission et ouvrir Magdarano. Le gang avait une fenêtre de tir pour se rapprocher du coffre-fort flottant dans les airs, mais les Argent-Fins menés par Ralzarek et Akul et les Enfers Éperons n'étaient pas loin derrière. Alors que Satoru et Titos s'occupaient de désactiver un premier système de sécurité, Kervek s'empressait de détecter d'autres pièges et illusions. En arrière, Rakdos partit, enthousiaste, en duel contre Akul, qui fut le premier à se montrer, pendant qu'Eriet, Gissa, Geralf et Annie s'occupaient des autres hors-la-loi. Voyant le nombre de perturbateurs, Vraska proposa à Oko de laisser les autres défendre l'entrée de Magdarano pendant qu'il se faufilait à l'intérieur. Il ne fallut que quelques secondes au change-forme pour accepter cette offre, et alors qu'Oko s'apprêtait à insérer la clé, une liane dorée vint s'entourer autour de son poignet pour le tirer en arrière. La clé se retrouva au sol, et Oko se retourna pour faire face à son fils. Vraska se dirigea vers Kellan pour le pétrifier avec son regard, quand Ralzarek fit lui aussi son apparition, ce qui redirigea l'attention de la Gorgone. Oko voulut en profiter pour récupérer la clé, mais Kellan, qui n'avait Dieu que pour son père, fut le plus rapide. C'en était trop pour Oko. Pour la première fois depuis leur rencontre, il libéra son pouvoir contre Kellan, envoyant plusieurs lianes épineuses colorées qui attrapèrent le garçon au torse avant de le projeter violemment au sol. Oko récupéra le médaillon et lui murmura sombrement. « Il y a tant de choses que tu aurais pu apprendre, tant de choses que j'aurais pu t'enseigner. Notre lignée est plus puissante que tu ne le penses. » Kellan se releva péniblement et lui affirma qu'il l'empêcherait d'entrer dans le coffre-fort.
et que la seule chose qu'il avait apprise, c'était de ne jamais lui faire confiance de nouveau. Oko lui répondit sans aucune illusion de gentillesse ou de vérité déguisée. « Je n'aime pas les gens qui me disent quoi faire. » Il semblerait que de vieux traumatismes liés à la famille refassent surface. Alors qu'Oko allait s'attaquer de nouveau à Kellan, c'est Annie Flash qui intervint, tirant une balle d'éclair dans son épaule. L'arpenteur prépara sa magie pour contre-attaquer, mais Kellan utilisa sa magie d'hypnose pour plonger Oko dans un calme illusoire. Il fallut l'intervention d'Ashiok pour calmer la situation. Utilisant ses pouvoirs, IL s'infiltra dans les esprits de Kellan, d'Annie et de Ral pour les réduire au silence. Ou plutôt au bruit, puisqu'ils se mirent tous les trois à hurler à cause des cauchemars qui les assaillaient. Oko put enfin ouvrir Magtarano. À sa grande surprise, ce fut un être vivant qui en sortit. La créature enfantine à la fourrure orange n'était autre que Rapine, même si Oko n'en avait aucune idée à ce moment-là. Déçu par cette révélation, il fut tout autant indigné et choqué quand Ashiok fit disparaître une illusion autour de sa personne pour laisser apparaître Jace Beleren. Quand Oko se retourna face à Vraska, celle-ci utilisa son pouvoir sur lui. S'il ne faisait rien, il allait se changer en pierre. Il décida d'arpenter loin de Croise-Tonnerre, en ayant tout de même une pensée pour Kellan. Allait-il subir le même sort que lui? Quand il revint sur Croise-Tonnerre, libéré de la pétrification grâce à ses pouvoirs de change-forme, Henriette lui confirma que Kellan s'en était sorti. Malgré le désastre total de cette mission, le groupe, mis à part Malcolm et Bray, fidèles à Vraska, confirma à Oko qu'il serait prêt pour un nouveau casse, à condition d'être mieux payé. Le charisme et le charme d'Oko sont vraiment ensorcelants, pour que des individus tels que Rakdos ou Kervek aient envie de repartir avec lui. Après un dernier verre, Oko partit de Croise-Tonnerre. Il était temps pour Oko de déterrer le passé. Était-ce la rencontre avec Kellan lui rappelant son héritage familial, ou la nouvelle donnée par un vagabond comme quoi Una serait tombée et aurait été remplacée sur son plan d'origine? Sûrement un mélange des deux. Une fois arrivé sur Lorwyn, il prit l'apparence d'une fée et infiltra Glen Elendra. Il observa Maralen, qui dirigeait maintenant le vallon. Oko, agacé de voir un avatar d'Una au pouvoir, décida de lui jouer un mauvais tour. Et seul un être aussi facétieux et rusé qu'Oko pouvait développer des plans si recherchés. Il décida d'attirer des étrangers sur Lorwyn, en l'occurrence 4 élèves de Strixhaven, l'académie des mages du plan d'Arcavios. Alors que ces élèves étaient en travaux pratiques dans les bois du Buzard, il les mena vers une percée de présage menant directement vers Lorwyn. L'avantage de ce passage, c'est qu'il donnait dans le ciel du plan jumeau. Ils ne pourraient donc pas tous repartir aisément. Les étudiants atterrirent sur Lorwyn, non loin d'une grotte où Isilu, le porteur du crépuscule et l'âme de Sombreland, se reposaient. Sans savoir tout cela, les 4 étrangers du plan réveillèrent Isilu, ce qui rompit l'équilibre naturel du plan. Pendant ce temps, Oko insuffla à Maralen des pensées comme quoi Una était toujours vivante et qu'elle allait reprendre sa place. Maralen prit peur, et quand les premiers chamboulements cycliques se produisirent, elle pensa que tout était de sa faute, et qu'elle était en train de devenir Una. Pour prévenir cette situation, elle s'était liée par un pacte avec Rhys, un elfe et ami de longue date, qui l'avait aidé à vaincre l'ancienne reine des fées. Si elle devenait Una, il devait la tuer. N'étant pas certaine de ce qu'il se passait, elle décida de prendre la fuite, laissant Rhys la poursuivre pour mettre fin à ses jours. Oko la suivit avec quelques autres fées et 2 élèves qui avaient trouvé le chemin jusqu'à Glen Elendra. Sur le chemin, ils croisèrent entre autres Sandreline, une autre membre de l'équipe qui a stoppé Una, et au gré des discussions, Oko comprit qu'il s'était trompé sur la situation. Maralen était bien une avatar d'Una, mais tout comme lui, elle s'était rebellée, et contrairement à lui, elle était restée sur le plan, et s'était battue pour la faire disparaître et tenter de rééquilibrer le cycle jour-nuit. À cette nouvelle, il partit du groupe en fuite avec l'intention de se rattraper. Son plan était bien avancé, mais tout était possible. Plus tard, alors que les elfes de Lorwyn, menés par la Haut-Parfait Morcan, cherchent à tuer Isilu pour être récompensés par le jour éternel, ils se retrouvèrent sur le territoire des Sangami, plongés dans l'obscurité, non loin d'une frontière entre jour et nuit, entre Lorwyn et Sombreland. Maralen, Sandreline et 2 élèves se retrouvèrent au milieu. C'est à ce moment qu'Oko fit son retour, en compagnie d'Isilu. Mais Oko n'était plus lui-même. Fini sa version de Lorwyn, ainsi que la tromperie et la cruauté associées. Au contact d'Isilu et de Sombreland, il s'est transformé en son autre facette.
ce qui permit à Maralen de reconnaître son frère malgré son apparence de fée. Les retrouvailles fraternelles furent de courte durée. Alors qu'une bataille éclatait entre Sangami de Sombreland et elfes de Lorwyn, Rhys apparut et parvint à blesser Maralen avec un concentré de digital lunaire, le poison le plus puissant du plan. Oko se posa et reprit sa forme humanoïde, révélant aux personnes présentes sa véritable identité. Avec l'aide des étudiants de Strixhaven, il repoussa les elfes et parvint à récupérer des doses de Solarian, un remède puissant fabriqué grâce à la digitale solaire, trouvable uniquement dans certains bosquets de Sombreland. Morkan avait en effet réussi à en récupérer dans l'espoir de tuer Isilu. Il réussit à administrer la dose nécessaire pour sauver sa sœur et les retrouvailles purent se prolonger. Alors que les étudiants repartaient vers leurs études en compagnie d'Ajani, qui était venu les secourir, ils peuvent entendre Oko raconter à Maralen ses nombreux voyages. Une belle conclusion pour notre cher Oko. Maintenant sous sa forme de Sombreland et grâce au lien qu'il va créer avec sa sœur retrouvée, on peut espérer que le multivers va subir un peu moins de farces désastreuses, de métamorphoses impromptues et de rébellions contre la paix et le calme. Maralen va certainement améliorer la vision d'Oko sur les autres et l'ouvrir à la confiance envers autrui. Peut-être va-t-il même assurer sa fonction originale de régent de Sombreland, pendant que sa sœur règne en paix sur Lorwyn. Lui qui, plus jeune, désirait rétablir l'ordre naturel du cycle. Cela semble aller dans cette direction. Mais il reste une ombre au tableau. Même si Una a été détruite des années auparavant, difficile d'être certain de sa disparition totale. Surtout que, sur le plan de Croise-Tonnerre, un certain Kellan aperçut des messages télépathiques énigmatiques à propos de son foyer et d'un accueil plein d'espoir, ainsi que des visions de visages féminins entourés de fleurs noires. Qu'est-ce que l'avenir réserve à Oko ? Je ne peux rien vous prédire, surtout que nous ne connaissons au final pas grand-chose sur sa version de Sombreland. Ce que je peux affirmer, c'est que nous le reverrons un jour, une facette ou une autre, dans cette réalité ou une autre. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de son histoire et quelle aventure vous avez préférée. Je serai ravi de lire vos commentaires. A très bientôt, quelque part dans le multivers.